Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec Elom Atisogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs, Idelphonse Akwaki, le patron de la chaîne YouTube du journal La Gazette du Togo, et puis Yves Gallet, le patron du journal La Symphonie. Ensemble, nous reviendrons sur la situation politique du Togo. La semaine dernière était un petit peu tendue. Manifestations de l'opposition étouffée, barricades des jeunes dans plusieurs quartiers et même dans plusieurs villes à l'intérieur du pays, gaz lacrymogène, bastonnade des populations, des blessés. Il y aurait même eu des morts selon plusieurs sources. C'est dans ce contexte d'ailleurs que s'est tenue la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les chefs d'État qui mettent en garde contre tout agissement menaçant la paix et la stabilité dans la région, au Togo et en Guinée-Bissau. Nous reviendrons sur le sujet. Nous reviendrons également sur la crise ouverte aujourd'hui, il faut le dire, dans le diocèse de Palimé. Cette crise qui continue d'alimenter les commentaires dans l'opinion. Ce matin, le journal Symphonie est revenu sur le sujet. Nous souhaitons ouvrir le débat sur ce problème dans le diocèse de Palimé ce matin. Retour en studio avec mes confrères Idelphonse Akwaki, Gazette du Togo. Bonjour Idelphonse. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous allez bien? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Elom Atisogbe. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Michel Tchadia, patron du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel. Bonjour Eric et bonjour à tous nos amis super branchés. Merci, je pense que ça fonctionne très bien le micro. Parfait. Alors, je voudrais qu'on commence par cette nouvelle situation à Dapaon. Ce matin, on en a parlé la semaine dernière avec les médecins qui sont en débrayage. Et Elom Atisogbe, dans votre édition, jeudi dernier, vous évoquez le cas à Dapaon. On pense que c'est fini, sauf que ce matin, les médecins ont encore observé un mouvement de grève. Que se passe-t-il réellement? C'est toujours cette affaire de comptable dont on réclame la tête aujourd'hui? Oui, c'est curieusement cela. Et les agents de santé du CHR, le centre hospitalier régional de Dapaon, sont encore dehors depuis ce matin. À la faveur d'un sit-in, et donc le mobile du sit-in, c'est la démission du comptable ou carrément son affectation. Et selon le point focal du Symphode dans la localité Frédéric Sanwogou, il ne serait pas à leur première revendication parce qu'il y a de cela quelques mois, ils ont demandé la tête du comptable, oui. Un comptable qui est plus directeur que le directeur, c'est-à-dire plus royaliste que le roi. Et récemment, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un fait tout à fait anodin, c'est-à-dire que la pharmacie était en rupture de médicaments et donc ils avaient demandé à la direction générale de pouvoir s'occuper rapidement du cas afin de soigner les malades, et il s'est produit quelque chose. C'est quoi? Le directeur a instruit le comptable de pouvoir décaisser 15 millions afin qu'on puisse que le CHR puisse s'approvisionner rapidement, mais il s'est fait que le comptable a refusé de s'exécuter. Donc le directeur était obligé de lui envoyer une réquisition. Et donc, pour ne pas désobéir à la réquisition, le comptable a quand même décaissé un montant de 5 millions, soit le tiers du montant demandé par le directeur pour pouvoir s'occuper de l'approvisionnement au niveau de la pharmacie. Et donc, tout le personnel de la santé du CHR d'Apaon s'est mis dehors et pour protester contre cet agissement du comptable qui est devenu plus royaliste que le roi. Mais ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler de cet agent comptable. Oui, c'est un agent comptable tout puissant. Oui, oui, tout puissant selon les responsables du Symphode, un tout puissant comptable qui est qui travaille au CHR d'Apaon, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du CHR d'Apaon, l'atmosphère est invivable. Depuis ce matin, tout le personnel est dehors. Les patients sont obligés de rester et d'attendre que le comptable parte afin que le personnel puisse reprendre les soins. Et donc, le personnel dit que si le comptable ne part pas aujourd'hui, il ne pourra pas continuer. Je pense que la semaine dernière, il y a eu le président du conseil d'administration du CHR d'Apaon, qui est en même temps je pense le directeur régional de la santé, oui. Et qui était passé ensemble avec un autre du domaine pour pouvoir essayer de discuter avec les responsables de ce mouvement-là, et qui était dehors, et ils ont promis quand même que d'ici cette semaine, c'est-à-dire depuis sous week-end, c'est-à-dire de lundi à ce lundi, ils vont pouvoir trouver une solution. Et ils sont retournés au boulot ce matin, et le comptable est toujours en fonction, et donc le personnel est dehors pour demander que l'agent comptable soit affecté ou carrément ne travaille plus chez eux parce que refusant d'exécuter les consignes de son directeur. Alors, de ce genre d'administration où, je veux dire,
ces gens de personnes, il semble qu'on les retrouve un peu partout dans l'administration, des gens qui sont plus puissants que leurs ministres, qui sont plus puissants que leur DG. Michel, vous en avez entendu parler aussi de ces comportements dans l'administration? Mais nous en parlons tous les jours, que Dieu crée, mais on a l'impression que ça tombe dans les oreilles des sourds et le phénomène perdure. Vous savez, l'administration a des principes, et surtout l'administration publique. Et lorsque vous êtes à un poste, vous êtes astreint à un certain nombre d'obligations. Vous avez des droits quand même, mais vous êtes astreint à un certain nombre d'obligations qui fait que si vous les respectez, ces obligations, bien sûr, cela participe à la réussite d'une bonne administration. Mais lorsque certains se mettent de travers, ou je ne sais pas comment dire ça, certains décident de faire à leur tête, bon, ça a toujours posé problème. Comment vous pouvez imaginer, il n'y a pas très longtemps, dans ce studio, nous parlions du secrétaire général du ministère du Tourisme, oui, qui est admis à la retraite et qui est là. Monsieur Attara Victor. Oui, qui est là. Il est toujours là? Aux dernières nouvelles, je ne sais pas, mais il n'y a pas trop longtemps, il était toujours là. Donc, quand vous observez ce genre de situation, et le ministre, il semble que le ministre jusqu'à présent n'a pas encore tapé du poing sur la table, ça continue comme ça. Ailleurs, on a vu des scènes pareilles, des situations pareilles. Et moi, j'ai envie de me poser la question, parce que ce dossier dont vous parlez, je ne le maîtrise pas très bien, mais j'ai voulu voir, mais qui nomme les comptables des services, disons. Des services, oui. Qui nomme ces comptables-là? Parce que c'est à celui qui nomme ces comptables-là qu'il faut s'adresser. Le comptable, lui, il est là. Tant que celui qui l'a nommé ne dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus à ce poste, avec une autre, certainement, il sera toujours là. Parce que dans ce genre de situation, ce que les gens... C'est quand même regrettable quand, par exemple, pour le compte d'une structure comme un CHR, on demande à payer les réactifs, je donne juste banalement 5 millions, on demande à l'agent comptable de décaisser pour qu'on paye le réactif, pour faire les analyses, et lui il refuse. Il devrait être plus puissant que le directeur. Ouais. Alors, quels sont ses soutiens? Oui, il a des soutiens. Vous vous rappelez que à la préfecture du Golfe, avant qu'on l'éclate, il y a eu cette bataille, cette guerre entre un certain Mélébou et Kossi Aboka, qui a fini par l'emporter. Et pendant des années, on s'interrogeait sur leur soutien, puisque personne ne parle. Oui, vous savez, dans le cas des structures sanitaires, si le comptable n'est pas sûr qu'en décaissant ces sous-là, il aura des ressources, après, il ne va pas les décaisser. Ah, c'est comme ça. Vous savez, entre-temps, le Saint-Fort avait demandé l'audit des centres hospitaliers, des dispensaires et autres. Oui. Ce n'est pas pour rien. C'était pour déceler les combinaisons mafieuses entre certains DG des CHR, des dispensaires et leurs comptables. Des gens qui s'enrichissent à 100 à l'heure et les gens qui manigancent, qui font des commandes, les rétrocommissions, mais n'en parlons pas. Donc, si ce comptable, parce que c'est, disons, si on lui demande de décaisser les sous là, ça veut dire que c'est une commande pressante. Oui. Est-ce qu'il a le temps de bien d'ajuster les choses pour voir combien il aura derrière le à la fin de l'opération? À la fin de l'opération, il va être réticent parce que 15 millions, il va se sucrer là-dessus. Donc, c'est que certainement ce comptable a des soutiens. Et c'est dommage pour l'administration publique parce que justement, il y a des tout-puissants comme ça un peu partout dans l'administration qui sont intouchables parce que justement, au sommet, ils ont des gens qui disent reste là-bas, ils vont créer, après ça va s'arrêter. Donc, quand c'est comme ça, demain, quand vous entendez ailleurs qu'il y a une situation pareille, ne soyez pas surpris. L'autre là, on l'avait fait quoi? Voilà, c'est comme ça et ça continue. Bonjour Yves Gallet. Bonjour Eric, bonjour
tous les auditeurs et toutes les auditrices de Merci de nous avoir Taxi rejoints. FM. Merci. Idelphonse Akwaki, quel commentaire cela vous inspire-t-il ou cela suscite en vous? J'ai eu la chair Paul, mais je ne suis pas surpris. Parce que lorsqu'on parle de la santé et qu'il faut décaisser de l'argent pour acheter des réactifs pour sauver des vies humaines et qu'un comptable se comporte de la sorte, il y a lieu que la hiérarchie, quand je parle de la hiérarchie, je ne parle pas de son directeur parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'obéit pas aux ordres. Ça veut dire qu'il est plus puissant que le directeur du CH d'Apaon. Et puis cette affaire là-bas ne dure pas que d'hier. Non. Ça fait plusieurs années, moi j'ai déjà entendu parler de cette affaire-là. Le problème est que Michel l'a dit tout à l'heure, ou bien je ne sais pas si c'est l'homme qui l'a dit. Il dit, quels sont les soutiens que ce comptable-là a pour tenir tête à son patron? Et vous venez de le dire si bien que ça ne dure pas d'aujourd'hui. La hiérarchie dit quoi dans tout ça, cette pagaille-là? Ça me rappelle, je ne sais pas si c'est une histoire, dois-je le qualifier, où il était question d'un ministre qui avait tenu tête au premier ministre Humbo à l'époque. Ah, oui, si. Alors, quand jusque là, ça se passe comme ça doit réjaillir. Parce que tous les ministres, on avait entendu parler de cette affaire-là aussi, des ministres qui ne rendent compte qu'au président de la République. Alors que le Premier ministre est le chef du gouvernement à qui on doit rendre compte. Vous voyez que quand ça part de là, ça doit réjaillir sur toute l'administration. Il faut corriger. Yves Gallet. Quand... bon, c'est vrai que je ne maîtrise pas trop le sujet. C'est l'homme qui s'est spécialisé dans le suivi de ce dossier depuis un moment. Mais quand cela se passe ainsi dans les administrations, la première question que moi je me pose, est-ce que l'autorité première de la structure en question, elle-même impose une certaine respectabilité de par la gestion et le management des affaires? Ça part de là? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et avant de penser à quelqu'un comme mentor qui est derrière, qui donne autorité, qui donne de la puissance et à ce monsieur, à ce comptable qui est en train d'agir, parce que le plus souvent c'est aussi ça, quand vous avez un mentor, surtout de dimension politique, qui est au-dessus de votre hiérarchie directe, qui peut taper sur la table et puis agir sur le cours, sur le fonctionnement des choses, vous avez la latitude de vous comporter comme ça. Mais moi, la lecture autre que je fais de la chose, c'est la première autorité du CHR en question là, est-ce qu'elle-même attire la respectabilité? Comment ce directeur gère la structure? Est-ce que quand il y a une ligne budgétaire à utiliser, bon, c'est vrai que c'est le comptable qui suit, qui décaisse, il suit comment la ligne est utilisée. Est-ce que réellement les fonds décaissés sont servis à la cause pour laquelle ils sont décaissés? Si le comptable est un adepte de l'orthodoxie financière, il trouve qu'il décaisse les fonds, il y a détournement d'objectifs. Il décaisse les fonds mais autant le dire. Oui, c'est ça. Autant le dénoncer. Bon, s'il n'a pas les moyens de le dénoncer, je crois qu'il adopte une posture qui explique ce qui est en train. Je ne dis pas exactement que c'est ce qui se passe. C'est des hypothèses que moi je suis en train d'émettre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas tout de suite jeter l'anathème à ce comptable-là, parce que quoi qu'on dise, ce qu'il est en train de faire... En même temps, on n'est pas en train de lui jeter de l'anathème dessus, mais c'est-à-dire que, voilà une entreprise, il y a un directeur général, on recrute un comptable, et au fil des années, on se rend compte que le comptable devient plus puissant que le DG. C'est comme chez nous ici à la radio, notre comptable devient plus puissant que le directeur général qui donne des ordres pour qu'on fasse le décaissement, et il refuse d'obtempérer. Est-ce que c'est pas choquant? Que se passe-t-il réellement
dans ce CHR pour qu'on en arrive là? Oh oui, et il faut dire que... Qui est celui sur qui s'appuie ce comptable pour tenir tête à tout le monde? Parce que, sans ce que l'homme vient de dire, il y a même le conseil d'administration qui est intervenu, mais le problème n'a pas été réglé. Oui, mais bon, le cas qui s'est présenté actuellement et dont nous sommes en train de débattre, c'est pas le premier cas. Oui. Ce qui veut dire que le comptable s'est illustré de cette façon plus d'une fois, mais quelle a été la responsabilité du premier responsable? Quelles sont les mesures qui ont été prises déjà en amont pour essayer de faire rentrer ce comptable dans les rangs? Mais je ne sais pas. Donc si ce comptable a continué par tenir la dragée haute à l'hierarchie directe, c'est que il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Michel. Moi, je voulais qu'on se rappelle d'un cas. Vous savez, il y a de cela quelques années, on appelait monsieur 10%. C'était un comptable ah oui, c'est ça. Qui a régné en maître, qui pensait que, bon, il pouvait se permettre tout. Mais un matin, il a été débarqué. Ce comptable dont nous parlons... Et ça, c'est au cours d'un conseil des ministres. Des ministres. Voilà, qu'on a été éjecté. Oui. C'est que ce monsieur... de comptable qui se décide en conseil des ministres. C'est pourquoi je me dis... C'est un vrai problème, ça. Parce que, contrairement à ce que Yves est en train de... L'hypothèse dont il fait cas, il dit que peut-être que s'il décaissait, peut-être il y aurait détournement de... Le comptable a des canaux normaux. Il douane pour expliquer un certain nombre de choses. Lorsqu'il constate que la gestion dont on fait des fonds n'est pas aussi correcte, il a des canaux pour s'expliquer. Et dans tous les cas, lorsque votre directeur vous estime l'ordre d'exécuter une tâche, mais c'est toute activité cessante. Si vous tenez tête à votre directeur, ça veut dire que vous devez vous expliquer. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Et le monsieur là, il s'est maintes fois illustré dans certaines situations aussi d'une manière négative comme ça. Il a dû continuer. Et vous savez, peut-être il a des cadres, moi je ne le cache, mais il a certains cadres de la localité peut-être derrière lui qui pensent que sans lui, peut-être le soleil ne va pas apparaître à l'est. Et donc, ça continue comme ça. Mais moi je suis sûr d'une chose, les choses sont telles que un jour ou l'autre, ce comptable sera en tout cas déposé, ça c'est clair et net. Quelqu'un l'a fait plus que lui, et entre-temps, il a été, le moment où il s'attendait même le moins, il a été débarqué. Donc, mais cela n'honore pas notre administration. C'est ça, c'est pourquoi quand on parle de réforme... Il semble que ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein, oui, ça se passe dans tous les points. Oui. Dans les entreprises de BTP, vous savez, quand vous avez accès à un marché, voilà. Alors il faut graisser les pattes par ici. Quand on va vous payer ce qu'on vous doit, vous devez être capable de laisser une partie... Avant, au ministère de Travaux publics, avant, je pense qu'ils ont fait tout... Actuellement, ça se limite peut-être à 1 ou 2 signatures. Sinon, avant, il y avait plus de 5 signatures. Et il faut passer par là. Et chaque signature vous vaut quelque chose. Mais à qui la faute? Et ça retarde le décaissement et ça retarde les travaux sur le terrain. Voilà comment les gens ont trouvé que c'était le normal. Et quand, à un moment donné, l'État a voulu être encore beaucoup plus organisé, les gens ont graissé les dents, mais ils ont dû en tout cas se plier, parce que ce que nous disons, ça pose un problème au niveau de l'administration. C'est pourquoi je dis, quand on avait créé un ministre de la réforme administrative, je pensais qu'il y a un certain nombre de choses à faire, mais juste après, on a supprimé ce portefeuille, ce ministère-là. Je ne sais pourquoi. Parce que l'administration publique togolaise a un véritable problème. Est-ce que vous savez qu'il y a des agents même qui adressent des lettres de permission à leur ministre de tutelle? Ils ne connaissent pas le nom même de leur ministère. Ils faussent le nom du ministère dans lequel ils travaillent. La dénomination du ministère dans lequel ils travaillent? Oui, ils faussent. Ils ont faussé. J'en ai vu. J'ai vu, c'est pourquoi j'en parle. Non, peut-être que c'est une erreur. Non.
C'est comme vous faussez le nom, vous, journaliste togolais, vous faussez le nom actuel du ministère de la Communication. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, voilà, vous l'avez dit. Mais les gens, il y a vraiment un désordre kafkaïen qui se règne dans l'administration publique, qui faille à un moment donné, et c'est ça qui complique la tâche. Quand vous comprenez les grèves au niveau de la santé, par exemple, au niveau de l'administration, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment faire des réformes profondes. Par exemple, au niveau de la santé, on dit qu'on a fait tel médecin dans telle localité, il refuse d'aller. Mais si on fait la régionalisation de l'administration au niveau de la médecine, au niveau de la santé, on dit qu'on fait appel d'offres, ou bien quand on fait un concours, on dit dans la province maritime, on veut tel nombre d'agents. Dans la région maritime, dans la région savane, on veut tel. Quand vous concourez, c'est là-bas vous êtes. Lorsque vous voulez quitter, ça veut dire que vous quittez l'administration publique, on vous fait vos droits, et il y a quelqu'un déjà pour prendre votre place. Ça va éviter un certain nombre de problèmes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais l'administration est ce qu'elle est. Je ne sais pas si un jour ou l'autre, les gens vont prendre la peine de voir que... Il va falloir peut-être aussi réformer, parce que c'est l'ère de réforme, réformer aussi l'administration. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'administration togolaise. Mais une petite remarque par rapport à ce que Yves vient de dire concernant le comptable. Je dis... S'il y a détournement d'objectifs, une hypothèse. Hein. Oui, qui fait que... Non, je ne l'attaque pas. Qui fait que le comptable refuse, comme l'a dit Michel, le comptable a des canaux pour informer l'opinion publique. D'abord, avant l'opinion publique, la hiérarchie. C'est pourquoi moi je parlais de la hiérarchie. Et puis après, l'opinion, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'administration togolaise ne peut pas demeurer comme ça. Parce que quand on se plaît à le dire que ce n'est pas seulement là-bas et que c'est partout, ça se passe pratiquement partout, est-ce qu'on a encore eu une administration? Non. Et ce qui me dérange, c'est que lorsque le chef de l'État parle de surfacturation dans la même administration, il y a quelques années, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour épurer cette administration-là, pour qu'on essaie de mettre à nu les brebis galeuses. Je crois que si un travail profond avait été fait, ces genres de situations que nous dénonçons aujourd'hui, pour que ces genres de situations... Parce qu'il y a un air de corruption dans tout ce qu'on est en train de dire. Oui, mais c'est tout. Parce que vous avez parlé de commission. Oui. Quand on dit... 10%, 5%, oui. 10%. Qu'est-ce qui a été fait? Si rien n'a été fait, c'est bonjour les dégâts. Et l'homme? Non, je pense qu'il va falloir qu'au niveau du ministère de la Santé, on trouve une solution à ce problème très rapidement. Je ne sais pas comment le ministre Midi Awa est arrivé à ouvrir beaucoup de fronts en si peu de temps. Et ça fait beaucoup de chantiers à la fois. Le problème peut-être existe avant son arrivée. Oui, mais il va falloir qu'à un niveau donné, on tape du poing sur la table. Et moi, je le répète, c'est-à-dire que pour une fois, le corps de la santé a la chance d'avoir quelqu'un qui est issu de son milieu, comme ministre de la Santé. Et c'est sous cette personne-là qu'on a les pires problèmes qui existent. Quand on prend des étudiants de première année à l'École nationale des auxiliaires médicaux pour une campagne de vaccination sur le terrain, vous imaginez les dégâts. Et il y a plein d'autres problèmes. Je ne dis pas que c'est sous lui c'est lui qui est venu créer les problèmes. Les problèmes existaient avant qu'il n'arrive. Mais sous lui, les problèmes se sont multipliés. Au lieu de trouver une solution rapide à ces problèmes-là, on a constaté qu'il y a plein de problèmes qui n'ont pas pu trouver une solution efficace par rapport à la situation. Regardez ce qui se passe au CHU Sylvanus Olympie aujourd'hui. Depuis on a toujours tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'état comateux de cet hôpital. Mais aujourd'hui c'est pire. Le scanner qui ne marche pas et des patients qui sont obligés de se soigner ailleurs. Et vous avez les infirmiers qui ont plein de problèmes. Il y a des infirmiers qui émergent aussi sur le budget de la NPE. Ça aussi c'est un autre problème parce qu'ils sont arrivés en fin de contrat. Il faut les gérer. Comment il faut les gérer? Le ministre aurait dit aux responsables syndicaux que bon, les hôpitaux qui ont les moyens de pouvoir gérer ces agents NPE ou qui doivent émarger, qui continuent d'émarger. Il y a plein de problèmes. Et récemment, il y a eu une rencontre, je pense vendredi, entre le ministre et l'ANIT, l'association nationale des infirmiers du Togo. Et il y a eu plein de décisions. Il y a eu plein de problèmes. Par exemple, les faux diplômés qui sont dans le domaine de la santé et des gens qui ont de faux diplômes mais qui ont de petits coins qu'ils ont ouverts et tout ça
pour pouvoir soigner des patients. Il y a eu plein de problèmes. Vous voyez que le secteur de la santé même a plein de problèmes. Et on ne peut pas résoudre les problèmes de façon superficielle. Il faut aller en profondeur, au-delà du comptable qui refuse de partir par rapport à qui je ne sais. Ça, c'est pas un vrai problème, en réalité, le comptable. Oui, mais si le comptable doit être une obstruction au fait qu'on puisse alimenter une pharmacie... On le saute. On le saute. Oui, mais c'est clair. C'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème, mais qui saute? Point d'interrogation. Ah ouais. Voilà. Qui sont ces soutiens? Voilà, qui saute, c'est-à-dire qui doit donner l'instruction, qui doit donner l'ordre que le comptable n'est plus au CHR d'Apaon. Ce qui compte-t-il? Voilà. Et soit on l'affecte, mais si on l'affecte, il va où? Oui. Qui prend la note d'affectation? Qui prend sur lui la décision de l'affecter? Point d'interrogation. Et donc, il faut que cette personne puisse agir rapidement pour que... Et on va l'amener où? S'ils doivent continuer comme exporter les mêmes méthodes voilà, qui traînent à Dapaon, ça va poser problème. Oui, ça va poser problème. Donc il faut qu'au niveau du ministère de la Santé, on puisse rapidement trouver une solution à ce problème. Parfait. Oui, Yves Gallet, Oui, là-dessus, et puis on passe à un autre sujet. Oui, moi je crois qu'il faut en appeler, puisque le directeur du CHR d'Apaon est apparemment est dépassé par les événements. Oui. Je crois Même le conseil d'administration, puisque plusieurs fois, ce conseil s'est réuni pour trouver une solution, mais jamais qu'une solution n'a été apportée à ce problème. Il faut en appeler à l'autorité du ministre de tutelle pour que très rapidement on puisse trouver une porte de sortie à ce comptable. Espérons que le ministre de tutelle ait aussi la force suffisante pour régler ce problème. Ce qui nous a amusé pendant des années, c'est cette guerre, je le rappelais tout à l'heure, entre Mélébou et Aboka. Oui. On se demandait, mais il y a les ministères de l'administration territoriale. Où est-ce qu'ils sont? Ben voilà. Ça, c'est réglé par un décret un peu plus tard. Alors, on va maintenant parler du diocèse de Palimé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de la religion dans ce programme, mais depuis plusieurs jours, il y a un feuilleton qui se joue à Palimé, dans ce diocèse. Il y a des prêtres qui sont mécontents de la gestion de l'affaire de l'église de ce côté. Depuis 2 ans, ils essaient de relever ce problème, qui ne trouvent pas de solution. Et là, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle l'opération coup de poing. Ça s'est passé le mercredi saint, en pleine messe chrismale à Palimé. Ça a été un vrai scandale. Beaucoup de journaux en ont parlé. Et puis, la semaine passée, en fin de semaine dernière, vendredi, beaucoup plus, le diocèse de Palimé a sorti une décision, suspension de certains prêtres, notamment 3. Leur nom, c'est dans le journal Symphonie de ce matin. Yves, vous en avez parlé ce matin, et vous nous informez qu'en dépit de la suspension, eh bien, ces prêtres frondeurs, si on peut les appeler ainsi, ils comptent continuer l'exercice de leur mission. Hein. Ils l'ont dit clairement, nous assumerons toujours, quoi qu'il advienne, la mission à nous confier. Ça va être un bras de fer réel aujourd'hui entre leur pasteur, qui est Monseigneur Benoît Alornou, et eux, des prêtres de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on les appelle. Oui, bien sûr. Et cette menace est déjà rentrée en exécution parce que nous avons appris que un des prêtres est suspendu, a même célébré hier dimanche une messe. Et tenez-vous bien, et dans sa paroisse, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et la messe qu'il a célébrée hier, mais il y avait tout le monde. Il y a certains qui n'ont jamais mis pied à l'église, mais qui ont débarqué à l'église ce jour-là pour le soutenir. Mais c'était une messe célébrée dans une liesse populaire. Il était accueilli comme un héros. Et par sa communauté, par sa paroisse. Oui, bien, hier. Vous voyez. Donc, bon, et on dit que ce qui se passe au diocèse de Palimé, ça fait tant de bruit, c'est normal, parce que vous savez que l'Église catholique, c'est l'une des institutions religieuses les plus vieilles au monde. C'est une église universelle, c'est l'église chrétienne la plus grande, et avec plus d'1 milliard de baptisés. Et le rôle que l'Église catholique a joué dans l'histoire du monde est fondamental, notamment dans l'histoire du monde occidental. Donc, et ça a donné à l'Église catholique une certaine puissance morale
de persuasion et d'action, et c'est pourquoi souvent elle est même sollicitée pour régler certains problèmes en urgence. Et ce rôle de l'Église catholique chez nous aussi, on sait l'implication de l'Église catholique dans la résolution de certains problèmes d'ordre politique et social. On se rappelle encore dans les années 90 l'évêque Monseigneur Bodro et récemment Monseigneur Bariga qui s'est rendu célèbre avec sa formule faite à part. Donc c'est dire que si aujourd'hui ce qui se passe au diocèse de Balimé fait tant de bruit, cela se justifie parce que l'Église catholique, c'est pas n'importe quelle église. Il y a les déboires, les scandales ici et là dans les petites églises charismatiques et plusieurs personnes fuient les églises charismatiques pour aller se réfugier dans l'église catholique. Donc si aujourd'hui ça fait tant de bruit, c'est normal que ça suscite du tollé, surtout dans la presse. Donc ici c'est un défaut du sens d'administration et de responsabilité de Monseigneur Benoît. Alors nous, c'est pourquoi nous avons appelé à la démission de ce Monseigneur. Parce vous appelez à sa démission? Oui, bien sûr, parce qu'il n'a plus les qualités requises pour diriger un évêché. Depuis 2016, il y a d'abord, dans la contestation était portée par 5 prêtres. Oui. Entre-temps, il y a 3 qui sont restés, 3 dans leur botte de défiance de l'autorité de l'évêque. D'abord, ils ont commencé par un courrier qui dénonçait la gestion opaque et les affectations punitives des prêtres. Et ils ont attiré l'attention des autorités de l'Église sur la gestion chaotique de Monseigneur. La conférence des évêques du Togo. Oui, mais rien n'a été fait. Et même en janvier 2017, il y a un courrier de ces prêtres frondeurs qui a été adressé à Monseigneur Benoît Alonou pour attirer son attention sur le fait que la crise est en train de s'enliser et si ça continue comme ça, ça n'arrange pas tout le monde. Donc de faire un effort pour utiliser le dialogue et pour régler le problème. Mais Monseigneur Benoît Alonou a rejeté du revers de la main ce courrier et son contenu et rien n'a été fait. Bon, avant d'en arriver à la messe chrismale, au scandale de la messe chrismale, une semaine plus tôt, il y a une délégation de la conférence des évêques du Togo qui a été dépêchée. 5 évêques dans la délégation sont allés à Balimé rencontrer les protagonistes. Mais au sortir de ces échanges, il n'y a rien de concret. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le clergé de Balimé qui, au cours des échanges, a réitéré sa volonté d'informer l'assemblée des fidèles au cours de la messe sainte et la sainte messe des comportements, des agissements inappropriés de ces prêtres frondeurs. Donc ils n'ont pas pu trouver un consensus autour de la question et la rencontre s'est terminée en queue de poisson. Donc le jour de la messe chrismale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les prêtres frondeurs ont ouï dire que il y a une motion qui a été préparée pour être lue au cours de la célébration et ils ont mobilisé une dizaine de jeunes qui sont venus, qui ont tenté de forcer une intrusion dans le lieu de culte pour s'en prendre physiquement à Monseigneur Benoît Alonou. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie pour les en empêcher. Mais peu après, en pleine célébration liturgique, c'est les prêtres frondeurs qui sont montés au créneau. Ils sont allés arracher de force le micro à celui qui lisait la motion. Oui, pour dénoncer le contenu de cette motion. Dont on dit qu'ils sont aussi associés. Oui, dénoncer en des mots très graves la gestion de leur évêque. Et après, ça s'est un peu calmé. Il y a un rituel au cours de la messe chrismale. Il y a eu le rituel de renouvellement des engagements sacerdotaux. Mais ces 3 prêtres, bon, à l'exception d'un, et ils ont refusé de renouveler leurs engagements au moment où les autres prêtres étaient tout debout en train de procéder à ce rite. Eux, ils étaient restés assis. Donc, c'était vraiment un scandale. Et ça s'est ensemble. Oui. Donc, après cela, il y a la conférence des évêques du Togo qui a instruit
Monseigneur Benoît Alornou de prendre il faut les le préciser, dispositions. c'est lui-même le patron de la conférence des évêques du Togo. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, on lui a demandé d'appliquer à ses prêtres les dispositions du droit canonique, et notamment le droit 1333. Et ce qui a été fait, le 4 avril, ils ont été suspendus. Et le 13 avril dernier, le vendredi, et le jour de la tenue de la conférence, il y a Maître Gaba Kokwe, qui est l'huissier de justice, qui était chargé de signifier la décision, qui s'était transporté sur le lieu de la conférence de presse pour signifier la décision. Et les prêtres fraudeurs lui ont supplié d'attendre qu'il tienne d'abord la conférence de presse, parce que bon, ils ne savent pas quelle serait la contenu de la décision. Peut-être que ça les aurait empêchés de tenir cette conférence. Or, ils tenaient coûte que coûte dire leur part de vérité. Donc, ce qui a été fait. Et au cours de cette réunion, ils ont exprimé leur désarroi. Ils ont expliqué ce qui s'est passé depuis 2016. Et bien avant 2016 même, 5 ans plus tôt. Oui. 5 ans plus tôt, il y a une crise qui couvre depuis des années dans le diocèse. 5 ans plus tôt, il y a un des prêtres frondeurs qui avait publié un courrier attirant l'attention de l'autorité de l'Église catholique sur la gestion financière chaotique et puis la mauvaise gestion pastorale du diocèse de Monseigneur. Mais rien n'a été fait. Disons que la crise finalement a atteint toutes les couches au Togo et il n'y a pas que la politique qui est en crise, il n'y a pas que le social, même l'Église est en crise. Quel commentaire vous en faites, Ildefonse Akbaki? Je vous sais catholique pratiquant. Vous savez que j'ai été surpris de la réaction des prêtres. Moi, personnellement, parce que lorsqu'on nous dit que les prêtres presdes, c'est comme ça on les appelle. Oui. Et ils sont, en quelque sorte, les exemples. Sinon, ils représentent, comme on les appelle, pères. Ils représentent ce que nous appelons la sagesse. Et quand c'est eux qui se mettent dans la peau de servir à l'opinion publique quelque chose qui, à mon sens, ne donne pas un bon exemple, moi je suis choqué. Vous savez, la doctrine sociale de l'Église, avant d'en arriver au droit canonique, a essayé de mettre sur place un certain nombre de moyens qu'il faut adopter pour résoudre les crises au sein même de l'Église. Je suis choqué parce que les gens disent, c'est des prêtres qui font ça. Oui, je suis d'accord. Ce sont des humains. Oui, non, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord. Qu'ils nous disent qu'ils sont ou qu'ils représentent le maître, rabbi, tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous avancez l'idée de la nature humaine de ces personnes qui, en nous prenant, vous et moi, loin de la divinité, qui se comportent comme ça, ça pose un problème. Problème moral? Oui, ça pose un problème moral. Même si on me dit aujourd'hui que c'est l'évêque qui est au centre même de cette crise, comment se fait-il que ces hommes d'église qui se comportent comme des donneurs de leçons, les homélies, vous écoutez les homélies des prêtres, oui, qui sont des donneurs de leçons, peuvent se comporter de la sorte? Je veux qu'on me dise que c'est l'évêque qui est à la base de cela. Mais pour arriver à ce spectacle désolant-là, j'ai fait allusion tout à l'heure à la doctrine sociale de l'Église. Et eux qui sont prêtres, qui sont évêques, savent que l'Église catholique étant universelle, comme il l'a dit, avant cette crise, il y a eu d'autres crises antérieures. Comment sommes-nous arrivés, ou bien comment sont-ils arrivés à régler ces genres de crises pour qu'il n'y ait pas grabuge, ou bien pour qu'il n'y ait pas ces genres de spectacles désolants auxquels on est confronté. Ceux qui ne le savent pas, ils ont le sentiment que c'est la première fois que l'Église est secouée. On se rappelle encore en 1990, il y a eu une grave crise pareille dans l'archidiocèse de Lomé. Tout à fait. Dans les années 2000, le confrère Fraternité en a parlé. Il y a eu une grave crise pareille
dans le diocèse d'Atapamé avec un prêtre qui a l'allure d'un rebelle. Il a ses fidèles, il a des rangers, il a son véhicule pick-up, il a des supporters comme Yves le disait. Aujourd'hui, c'est le diocèse de Kpalimé qui a atteint. Est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir pour régler le problème véritablement et arrêter de cacher le feu par la main? Moi, je sais qu'avant que ça n'arrive, je sais qu'avant que ça n'arrive au Saint-Siège, il faut que la conférence épiscopale se penche sérieusement sur la question, sur le problème. C'est pas parce que... Vous avez lu? Et qu'est-ce que le communiqué dit? Le communiqué fait de sanctionner les prêtres. Et vous devez savoir qu'au niveau... Elle a pris parti? Je ne le dis pas clairement comme ça, mais vous devez savoir qu'au sein même de l'Église catholique, il y a ce que nous appelons le respect de la hiérarchie. C'est ça. Alors, le respect de la hiérarchie suppose-t-il de se laisser marcher dessus? Ça, c'est notre interrogation. Merci beaucoup. Michel Tadia. Vous savez, l'Église catholique vit régulièrement ces genres de crise. C'est ça qui fait Mais c'est pas toujours dehors comme ce qu'on est en train de faire, qu'on assiste aujourd'hui. Oui, pour la plupart, c'est dehors. Hein. C'est ça qui fait même que certains fidèles vont se réfugier dans les églises qui pullulent, les églises révélées qui pullulent ces derniers, parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette église catholique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, qui se passent régulièrement. Donc, certains sont déçus, certains fidèles sont déçus, ils vont se réfugier ailleurs. Mais nous devons faire attention. Vous savez, l'église, c'est comme l'armée. Et la hiérarchie ne se bouscule pas simplement comme ça. Vous voyez, quand on décide de sanctionner, quand un militaire subalterne enfreint aux règles militaires, il n'y a pas beaucoup de débats. Parce que tout est prévu. Comme pour le droit canon, tout est prévu. Lorsque vous fautez, vous savez ce à quoi vous en tenir. Et donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous regrettons qu'il y ait vraiment cette bagarre dans la maison même du Seigneur. Parce que ça ne fait pas honneur à ces gens-là qui sont considérés pour certains comme des bergers, qui sont des, comment l'appelle-t-on, en tout cas, qui sont considérés pour certains comme des gens capables de les amener vers le droit chemin. Et si c'est eux-mêmes qui se livrent à ce genre de querelle vraiment au point où même au cours d'une messe qu'on assiste à des situations comme ça, on a failli même des pugilats parce que justement il suffisait que quelqu'un donne un coup de poing à l'autre et puis bon, c'est parti et les fidèles vont se mêler parce que dans tous les cas les fidèles ont aussi leur camp. Oui. Parce que ceux dont on reproche Monseigneur, il y a des fidèles qui sont pour le Monseigneur, il y a d'autres fidèles qui sont pour les évêques, les prêtres frondeurs. Donc, ça, c'est un désordre. C'est pourquoi le Saint-Siège normand doit se saisir rapidement de ces genres de dossiers pour limiter les dégâts. Parce que ça ne fait pas honneur à l'Église, qui est aujourd'hui le plus grand empire de ce monde, qui est, de par les moyens financiers, l'empire le plus puissant, tout ça. Et donc, c'est malheureux qu'on vive de temps en temps ces genres de choses. Mais c'est récurrent à l'Église catholique, où il y a beaucoup de choses qui sont reprochées, même aux prêtres eux-mêmes, les prêtres d'abord avant même les évêques. Donc, c'est vrai qu'il y a, quand il y a quand même un groupe d'hommes, il doit avoir de temps en temps des problèmes. Mais il faut quand même savoir, surtout que c'est des gens de Dieu, ils devaient quand même prendre la peine de régler ces problèmes en amont pour que les fidèles qui vraiment voient, c'est ça, je le disais au début, c'est ça qui incite les gens à quitter. Vous voyez les gens, quand vous allez à l'Assemblée de Dieu, vous allez Deeper Life, vous prenez 10 personnes, si c'était dans l'église catholique. Oui, c'est comme ça. Et là, Mathis Ogbe. Non, moi, ce que je constate par rapport à ça, c'est quand même triste et pour l'église catholique. Et être au cœur d'une crise jusqu'à ce que le nonce apostolique, le représentant du pape dans un pays,
puisse essayer d'entendre les protagonistes afin de trouver une solution. Enfin. Ce que moi je regrette, c'est que les frondeurs ont accepté la solution du nonce apostolique. C'est-à-dire qu'ils ont accepté qu'on leur trouve un lieu d'affectation, même jusqu'à l'international. Et dans la foulée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça n'a pas eu lieu. Et même la solution trouvée par le nonce apostolique n'a pas pu être acceptée finalement. La crise a continué, mais de toutes les façons, dans toute structure, il y a une hiérarchie. Et moi, je sais que tout ce qu'ils font aujourd'hui n'iront pas loin, parce que d'abord, le nonce apostolique, il a sa position. La conférence des évêques du Togo disent qu'ils iront jusqu'au Golgotha et ils en assumeront. Nous allons marquer une petite en fait, pause. On va revenir tout à l'heure sur le débat. On va marquer juste une petite pause pour la publicité. 93.1 Taxi FM. Vous écoutez Taxi FM. Il est midi. Tout de suite, la pub. L'info pratique, c'est sur MC Plus de Togocel. Le service MC Plus, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC Plus de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC Plus de Togocel, disponible 24 heures sur 24. Togocel, le leader. Fade, ade, fade, ko famiko, fade, ade, fade. Hey! Adonko Pites, tous mes respects. Je suis au garde à vous, les fesses bien collées. Adonko Pites, il n'y a pas son deux. Ne cherche pas loin, ma soeur. J'ai enfin trouvé mon Pites préféré. Bien sûr, mon frère. Adonko Pites, c'est le chef de tous les Pites. Adonko Pites, mais quelle fraîcheur. Quelle saveur unique. Adonko Pites, le seul Pites qui rend les hommes plus virils et en pleine forme. Indian Herbal, merci grâce à toi, tous les hommes ont enfin trouvé un remède. Attention, interdit aux moins de 18 ans. Adonko Pites en vente partout en gros et en détail. Pour tout renseignement, contactez la société Faumet au Grand Marché de Lomé, rue Espace Coquetti. Téléphone 91 43 03 17 93 00 09 20. Adonko Pites, c'est toi le chef. C'est la fête chez Canal+. Quel que soit votre abonnement, participez à la Super Tombola et soyez parmi les gagnants. Gagnez des TV HD, des tablettes, des téléphones, des décodeurs HD, des bons d'achat et passe Iroko. Et surtout la nouvelle Citroën C3 Aircross. Réabonnez-vous vite et gagnez chaque semaine de nombreux lots. Offre promotionnelle soumise à conditions valables pour tous les abonnés Canal+, du 1er mars au 31 mai 2018. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Dans quelques jours, Diane ajoute un ingrédient dans sa corbeille sur Taxi FM. La corbeille de Diane, le jeu. Préparez vos méninges. Taxi Presse. Taxi Presse. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec mes confrères. Et l'homme, c'est vous qui avez la parole par rapport donc à cette histoire de cette crise dans le diocèse de Kpalimé. Oui, je disais que en fait, je ne pense pas que les frondeurs iront loin. Parce que moi, quand j'ai lu leur déclaration, il y a une partie qui est choquante, laquelle ils disent ici c'est Kpalimé, c'est chez nous, et nous n'accepterons pas que
enfin, nous construirons notre localité ensemble avec les fils du grand Cloto. C'était déjà quand on lit cette phrase-là dans la déclaration, mais c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être prêtre et mettre quelque chose comme ça dans une déclaration. Ici, c'est chez nous. Donc ça veut dire que l'étranger dérange. Nous sommes chez nous dans le grand Cloto. Voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une disposition pour toujours. Il y a une disposition au niveau de l'Église qui dit que le prêtre ou l'évêque doit être issu du milieu. C'est ça? C'est-à-dire que l'évêque ou le prêtre qui doit être dans l'Église, ou qui doit conduire l'Église, doit être issu du milieu. Monseigneur, alors nous, n'est pas du Cloto. Non. Voilà. Mais quand vous prenez les autres... Ça a été aussi l'un des mobiles à Tapamé. Oui, mais il y a Monseigneur Bariga qui n'est pas d'Atapamé, mais qui est là-bas. Donc, quelque part, ça voudrait dire que ça dérange. Quand on dit dans la déclaration que nous sommes les fils du grand Cloto, nous sommes chez nous. Mais moi, déjà cette phrase-là, ça balance tout ce que les fondeurs disent de bien. Cette phrase balance tout. Mais on ne peut pas être prêtre et tenir des propos à la limite ethnicistes. Ça, c'est de l'ethnicisme pur. Et je sais pas, c'est de la stigmatisation. On ne peut pas, on peut même prendre un évêque de Dapan et venir le nommer dans le grand Cloto. Il n'y a rien à dire. Tant que le gars est bon et qu'il fait bien son travail, c'est l'église qui décide. Non, mais une chose. On ne peut pas le dire parce que l'église d'ailleurs est universelle. Voilà. Tu es un pasteur, tu peux servir partout. Et donc, des fondeurs qui disent ça, déjà, ils ont tout faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut les défendre. Je crois qu'ils ont trouvé les mots juste pour rallier leurs frères et sœurs à leur cause. Ils ont dit, nous sommes chez nous dans le grand Cloto et nous y serons toujours. Nos frères et sœurs du grand Cloto seront toujours avec nous. Donc ils ont trouvé les mots juste pour rallier la grande communauté de Cloto à leur cause. Mais c'est scandaleux. Et je vous disais tout de suite que hier, il y a le père Azaglo qui a célébré un culte dans sa paroisse et c'était la liesse populaire. Je te comprends, sauf que leurs frères et sœurs là, dans la résolution de la crise, n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà. Ceux qui doivent aider à régler le problème, ce n'est pas les frères et sœurs du Cloto. Parce que c'est arrivé à un niveau jusque ça va créer une tempête sociale. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire ne dépasse pas finalement la conférence des évêques du Togo? Oui, mais le nom c'est intervenu. C'est déjà dépassé. Oui, bien sûr, parce que les prêtres frondeurs défient même l'autorité de la conférence des évêques. C'est pas bien ça. Il trouve que la conférence des évêques est en train de soutenir leur collègue Monseigneur Alonou dans ces dérives, malgré que la conférence des évêques ait envoyé une délégation composée de 5 évêques pour résoudre le problème une semaine plus tôt, avant la crise et avant la démonstration vile de la Sainte Messe et de la messe chrismale. Mais ça n'a pas atténué l'enthousiasme des frondeurs pour aller au bout de leur contestation. Ouais, donc je crois que... Excusez-moi. Je dis que à l'heure où on est arrivé, Monseigneur Benoît Alonou devrait démissionner parce que, vous voyez, je vous rappelle par exemple... Ça pourra calmer les choses? Oui, parce que mais ça fait 20... Oui, allez-y, depuis 2001 qu'il est toujours là. Il a passé... Ça fait 16 ans, qu'il est là. Il a passé ces dernières années et à régler ses problèmes avec les prêtres qui sont en train de contester son autorité, plutôt que de s'employer à faire promouvoir ou bien à rayonner l'église à travers un travail qui crée l'élévation spirituelle de la communauté chrétienne. Vous voyez, et Anatole de France écrivait dans le Mannequin d'Osier, et l'Antaigne ne peut pas être évêque. Il est honnête, mais il administre mal. Or, un évêché est une administration. Oui. Donc, et à en croire cet auteur, Monseigneur, allons-nous aujourd'hui, n'a plus la dimension, la carrure requise pour administrer son évêché. Et même si le problème est résolu, je ne sais pas, si demain,
il peut continuer par assumer son épiscopat dans le diocèse là et arriver à imposer une autorité et à rassembler et les prêtres et toute la communauté et des chrétiens autour de lui pour assumer avec dignité son épiscopat. Bien. Deux remarques ou trois peut-être. On va aller très rapidement. Deux ou trois remarques. La première remarque, c'est que je me mets dans la peau d'un prêtre qui célèbre une messe et qui se rend compte qu'un fidèle a commencé par grogner. Qu'est-ce qu'il dira? C'est-à-dire qu'en pleine messe, moi, je suis en train de dire la messe et je me rends compte qu'il y a des grognes. La réaction, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis choqué qu'au cours d'une messe chrismale, une messe, c'est les prêtres là qui nous disent que la messe... Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de l'émotion maintenant? Je suis en train d'expliquer. Oui. Lorsque on nous dit que la prière des prières, c'est la messe, et n'est pas prêtre qui veut, et que c'est un prêtre qui, au cours de cette messe-là, se comporte comme ça. Alors, qui sont les prêtres aujourd'hui? Parce que le débat aussi à ce niveau. Qui est-ce qui rentre dans les séminaires pour devenir prêtre? Là c'est un autre débat. La question de la vocation peut être aussi posée. Il y a ça aussi dedans. Parce que en tant que journaliste, j'ai appris que des gens veulent gagner leur vie. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec tout. Les chômages ils font tout. Ils passent une dizaine d'années et puis, bon, ils deviennent prêtres. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, tout le monde a fait des remarques par rapport à cette crise-là. Que vous soyez frondeur ou pas. Moi, j'ai dit, quand vous lisez l'histoire de l'Église catholique, la hiérarchie a toujours eu raison. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre bas la terre. Pourquoi, au cours de la conférence de presse, ils ont dit à l'huissier d'attendre? S'ils avaient cette force-là, ils n'allaient pas dire à l'huissier d'attendre. Et puis, le droit 1333 qui a été appliqué, a été notifié. Mais si vous êtes encore prêtre et que vous violez la loi, qu'est-ce que vous allez enseigner aux autres? Moi, le problème, c'est vrai que au niveau de la conférence épiscopale, on doit normalement trouver une solution. Mais si la conférence épiscopale du Togo n'arrive pas à trouver une solution à cela, je crois qu'il y a d'autres instances devant lesquelles... Visiblement, on est sur la voie de l'excommunication de ces prêtres. Mais ça c'est clair. Alors, pour qu'ils reviennent dans le corps du Christ, comme on dit, il y a le confrère Fraternité la semaine passée qui a dit que Lucifer est rentré dans le corps du Christ. Alors, pour qu'ils reviennent dans le corps du Christ, cette décision dit qu'ils vont faire une demande de pardon public. Ils vont choisir un monastère dans lequel ils vont quand même aller pour passer un moment. Bon, voilà. De repentance, je ne sais pas trop, ils ont employé un mot. Oui, mais aujourd'hui, il faut Michel, et puis on va. On passe à notre sujet, et l'homme aussi. Je pense que le Monseigneur Alonou ne peut pas démissionner aujourd'hui, puisqu'il a suspendu déjà les trois prêtres. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il règne en maître. Ça veut dire que l'opposition n'est plus à ce niveau-là. S'il lui démissionne, ça veut dire qu'il n'y a personne. Donc les deux, ça veut dire que les deux procurations n'existent pas. Donc ça ne peut pas, les véchés ne peuvent pas marcher. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que, vous voyez, Ildefonse le disait, c'est que je ne sais pas comment ça s'est passé, que la conférence des évêques n'est pas arrivée à juguler cette crise-là, au point qu'elle est arrivée, qu'elle a atterri sur la table de nonces. Apostolique. Je pense pour l'Afrique de l'Ouest, ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire quelque part que si, à partir de ce problème, si je trouve que c'est un problème grave, si les évêques togolais n'arrivent pas à trouver une solution, c'est que ça pose un problème. Ça veut dire que l'Église elle-même, à un moment donné, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle est infectée. Elle est infectée parce que, en réalité, pourquoi les évêchés ou bien la conférence des évêques n'arrivent pas à trouver une solution, c'est que ces prêtres qui sont actuellement rentrés en rébellion sont sûrs que dans cette posture où ils se trouvent, il y a aussi d'autres prêtres qui peuvent
peuvent les emboîter les pas dans d'autres régions. Parce que les problèmes, aujourd'hui on parle de Monseigneur Alonou. Vous ne savez pas ce que Monseigneur Bariga en train de vivre à Tapamé. Et l'autre à Sokodé, celui de Kara, Dapaon. Vous ne savez pas ce qu'ils font aussi. Et si vous côtoyez beaucoup les prêtres, mais il y a des murmures. Donc, ça veut dire que... Attention. Mais si ça arrive dans la main d'Unos, moi je trouve qu'on a laissé trop le problème aller très loin. Parce qu'à partir de ce problème, si on trouve une solution, ça veut dire que les autres problèmes qui vont naître demain, ça veut dire que la conférence... Parce que les prêtres là disent que c'est depuis 2016 qu'ils ont posé le problème. Oui. Mais la crise s'est enlisée parce que Monseigneur Alonou ne veut pas discuter avec les prêtres fondeurs. Et quand la situation dans laquelle l'évêché de Palmé se trouve, c'est une situation qui n'est pas bonne parce que, vous savez, on ne le souhaite pas. Parce que ils ont atteint le summum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens même peuvent chercher vraiment... ils peuvent aller vers ce qu'on peut appeler le pire. Oh oui, parce que il y a des situations... je ne veux pas le dire que demain qu'on dit que c'est parce que dans le décret suspendant même ces prêtres, il y a une disposition qui interdit à quelconque de ces prêtres de célébrer et puis de se tenir même sur une paroisse sans l'accord explicite de l'évêque, mais en violation de toutes ces dispositions. Il y a un prêtre qui a déjà célébré une messe hier et on leur a demandé un temps de ressourcement spirituel dans un monastère pour et après demander pardon à l'église. Ils ont boycotté toutes ces dispositions. Ils ont continué par exercer leur ministère et on se demande de quoi le lendemain sera fait. Encore une minute, on passe à moi je pense sincèrement qu'on va vers une excommunication de ces prêtres. On va vers une excommuniation. On peut pas les décréter comme ça. Non, oui, mais on va vers une excommuniation. Oui, non, mais on va vers une excommunication. Si, au-delà des dispositions qui ont été prises par la conférence des évêques du Togo et de l'évêque de votre diocèse, vous violez toutes ces dispositions, vous arrivez à célébrer une messe. Même le droit canonique. C'est que vous êtes proche de l'excommuniation. Le droit canonique, c'est le pape. Directement. C'est le nonce apostolique qui était intervenu pour dire que par rapport à cela, il faut affecter les gens. Et je pense qu'on a affecté un des prêtres vers même son diocèse, enfin sa paroisse d'origine, qui est Daï. Mais il a refusé. Pourquoi? Voilà, donc je pense que sans aller sans trop réfléchir, je pense que ces prêtres vont directement vers une excommunication, ou soit le prêtre qui a célébré la messe hier va vers une excommunication. Messieurs, merci beaucoup. Le débat n'est pas encore terminé puisque c'est vrai, depuis la semaine dernière, on a mis un peu de temps pour ouvrir le débat à l'antenne parce qu'on a besoin de plus d'éléments. Au fil des jours, il nous semble opportun maintenant d'aborder clairement le sujet. On pourra aussi revenir là-dessus durant la semaine. Politique maintenant, avec la manifestation de l'opposition la semaine dernière. C'était prévu sur mercredi, jeudi et samedi. Sauf que mercredi, tôt le matin, avant que tout le monde ne se réveille, les forces de sécurité ont investi donc les lieux de ralliement de ces manifestations. La suite, on la connaît un peu, puisqu'il y a eu, comme toujours, bastonnade, lance de pierre, gaz lacrymogène, bastonnade, et puis voilà. Les leaders aussi qui ont eu beaucoup de mal. Jean-Pierre Fabre s'est plaint la dernière fois, il a même dit qu'il a échappé à un assassinat. Et bon, le confrère Forum de la semaine s'est interrogé par rapport justement à cette déclaration. Jean-Pierre Fabre a-t-il été victime d'une tentative d'assassinat? Alors quand nous prenons la chose et la reprise même des manifestations, et là vous allez lancer le débat, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation aujourd'hui? Non, je pense que ce qui s'est passé ce week-end, vous avez constaté qu'il n'y a même pas eu d'attroupement pour qu'on puisse parler toute la semaine, depuis que l'opposition appelait à cette manifestation la semaine dernière, il n'y a même pas eu d'attroupement pour qu'on puisse parler de manifestation. Oui. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'au niveau de l'opposition, parce que par rapport à cette marche justement, on n'a pas du côté de la facilitation eu
le retour. C'est-à-dire que du côté de l'opposition, on nous a dit que le facilitateur est d'accord qu'on reprenne la marche. Et le pouvoir dit de son côté que le facilitateur n'a jamais donné onction ou bien ne s'est jamais prononcé sur la reprise de la manifestation du côté de l'opposition. Et qu'il ne serait pas souhaitable que le contenu des discussions qu'il y a entre la facilitation et des partis prenant au dialogue soit quand même mis sur la place publique. Et moi, personnellement, c'est vrai qu'on n'a pas entendu la facilitation sur la reprise des manifestations de l'opposition. Et du côté du pouvoir, on a dit que on ne peut pas se rendre complice de la reprise des manifestations en violation du règlement intérieur signé entre les parties prenantes au dialogue. Et du côté de l'opposition, on dit que la constitution de togolaise est au-dessus de toutes les dispositions et donc elle nous garantit le droit de pouvoir manifester à tout moment si nous constatons à un moment donné que nous avons des problèmes ou que nous voulons revendiquer quelque chose. Et donc, je pense que, personnellement, au-delà de ce dialogue qui prend des jours, des semaines, des mois, il va falloir qu'on puisse définitivement trouver une solution. Parce que ce qui s'est passé la semaine passée, enfin, excusez la tautologie, et par rapport même à l'enjeu qu'il y avait, c'est-à-dire le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Lomé, je pense qu'on devrait s'y attendre. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire, vous voyez dans les capitales africaines, quand vous voyez des sommets des chefs d'État, vous voyez comment on militarise les capitales en Afrique. Et si l'opposition dit qu'elle va manifester cette semaine, et qu'il y a un sommet des chefs d'État qui va quand même se tenir à Lomé, et je pense qu'il fallait s'attendre un peu à cela. C'est-à-dire qu'il y aura une ambiance électrique, qu'il y aura une ambiance de terreur, c'est-à-dire qu'il y aura une ambiance où on va quand même pas autoriser les gens à pouvoir se regrouper pour manifester ou pour dire quoi que ce soit. Et donc, ça s'est passé, le sommet de la CEDEAO. Maintenant, le débat, c'est sur le contenu de ces recommandations de la CEDEAO par rapport à la crise togolaise. Je pense que c'est beaucoup plus ce volet qui m'intéresse. Oui, tout à l'heure, ne vous en faites pas, on va revenir sur le contenu même de ta déclaration finale des chefs d'État de la sous-région. Le confrère, le libéral, l'écrit ce matin. Les chefs d'État mettent en garde contre tout agissement menaçant la paix et la stabilité. Il nous semble que cela concerne, au-delà du Togo, toute la sous-région, et cela va donc à tous les chefs d'État eux-mêmes. Michel Tchadja, ce à quoi on a assisté la semaine dernière, est-ce que ce n'est pas regrettable? Mais c'est regrettable, parce que, vous savez, il y a eu des poursuites par endroits à Lomé, ici et dans certaines villes de Lomé, de l'intérieur, alors que la manifestation était interdite auparavant. Peut-être que les responsables du CAP de la coalition, bon, ont voulu des étincelles pour se victimiser, comme ils en ont l'habitude. Sinon, en réalité, à partir du moment où les manifestations étaient interdites... Est-ce que c'est légal, l'interdiction, Michel? Mais dans tous les cas, c'est l'autorité qui dirige le pays qui a pris cette décision. Et fort doit rester à la loi. Vous allez chercher maintenant, voir dans, comment l'appelle-t-on là, dans cette interdiction, la légalité, la légitimité. Cherchez maintenant, vous allez trouver ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est interdit. C'est interdit. Est-ce que ce n'est pas en violation des textes de la République? Mais c'est en violation aussi du règlement intérieur qui gouverne le dialogue. Parce que l'opposition, la C14, a signé le papier qui dit que durant le dialogue, il n'y aura pas de manifestation. Et donc, vous savez que même s'il n'y avait pas un sommet le samedi, vous savez que de par le passé, quand il y a interdiction des marches, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. C'est pourquoi Lomé... La suite, c'est quoi? Mais la suite, c'est des jets de pierre contre... Il y a eu des manifestations où on n'a pas tenté d'empêcher. Non, il y a eu des manifestations où on n'a pas tenté d'empêcher ces manifestations. Rien ne s'est passé. Les gens ont marché tranquillement. Mais c'est pourquoi ils sont allés à leur point de chute. Et puis ils sont rentrés chez eux. Voilà. Je parle de quand il y a manifestation interdite. Ce que nous vivons. C'est pourquoi samedi, dans certains coins de Lomé, c'était, on dirait, tu dis, avec Togo mort. Oui. Parce que certains craignaient. Parce qu'à partir du moment où c'est interdit, quand les marches qui ne sont pas interdites, toi et moi, on voit comment ça se termine. Les gens sont accompagnés, ils lisent ce qu'ils pensent. Et oui, puis, là où je voudrais en venir, est-ce que ce n'est pas justement l'interdiction de ces manifestations qui crée finalement l'événement? Mais quand on interdit, bon, d'aucuns disent que ils sont prêts à braver l'interdiction. Et la force de la loi ne peut pas aussi les laisser. Et voilà ce à quoi nous assistons. Et ce qui est déplorable, quand on voit, on lance des gaz et lacrymogènes, chaque fois à lancer des gaz, on ne nous a pas donné ces gaz.
pour le contribuable aussi. Et on a acheté. On a acheté. Et tout ça là, on aurait pu garder ça pour autre chose. Donc, autant, lorsqu'il y a des situations comme ça, qu'il y ait de la retenue pour que, au moment venu, parce que on dit marche interdite, ce n'est pas interdit pour toujours. C'est pour un temps. Le dialogue, nous voulons qu'il se termine dans de bonnes conditions. Peut-être on va éviter ce genre de situation. Et si les acteurs politiques, un jour ou l'autre, n'arrivent pas à s'entendre et que, bon, les gens, la Constitution est claire là-dessus, ils sont libres de marcher, et sans ce moment-là, si on les interdit, on aura... Alors, il y a certains qui n'ont pas signé l'engagement de ne pas manifester. Eux aussi, on oppose... ceux, par exemple, la STT, les médecins, la synergie des travailleurs du Togo, on leur oppose Togo Debout, on leur oppose ce communiqué. Mais c'est une aile marchande de C14, donc c'est normal. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Ça, je savais pas. Au CST, on les connaissait. D'accord, très bien. Idelfous Akwaki. Je crois que lorsqu'il faut parler de violation de règlement intérieur, ne visons pas un seul côté. Parce que ici, on nous avait dit, et je crois que c'était moi qui avais dit que le gouvernement et le pouvoir unir avaient pris des engagements de faire arrêter les travaux à la CENI, ce qui a été matérialisé dans les règlements intérieurs. Et pourtant, on a vu la nomination de 38 juges comme président de CELI. Malencontreusement, ou bien Dieu faisant bien les choses, des courriers de ZS ont été publiés sur les réseaux sociaux, ce que le gouvernement n'a jamais démenti. Des courriers appelant des préfets à ne pas... beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, quand on parle de violation, d'ailleurs, une suspension ne veut pas dire il ne faut pas continuer. Une suspension d'une activité ou bien de quelque chose ne veut pas dire c'est fini, il ne faut pas qu'on le fasse. Et en dehors de cela, moi, je ne crois pas que ce sont les règlements intérieurs, c'est sur ça que le gouvernement se fonde maintenant. C'est ce que les Guinéens et les envoyés guinéens et ghanéens ont exhibé avant même. C'est le 1er février. Oui. Ce communiqué de presse. Voilà. Et c'est ce que le gouvernement brandit aujourd'hui. Comme quoi, on a dit, au cours du dialogue, vous ne devez pas faire des manifestations. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois sur un plateau, un communiqué qui n'a pas été signé par des acteurs à qui on oppose. Non. En son temps, aucun des partis n'a contesté ce communiqué de presse. Je ne refuse pas. Donc c'est valable. Non. Alors aujourd'hui, on ne peut pas relever le fait que non, je vais vous dire, non, personne n'a signé ce communiqué. Je vais vous dire. Ça fait faux fuyant. Non, je vais vous dire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Eric. Le principe de la hiérarchie des lois en droit ne voudrait jamais que ça soit une loi qui doit être votée ou bien tout ce que vous voulez ne soit pas en conformité avec la constitution togolaise. Oui, mais pourquoi en son temps, au niveau de la coalition, on n'a pas contesté cela? Non, j'en viens. On a observé même plusieurs semaines. Je ne refuse pas. J'ai dit, suspendre ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre. C'est ce que je dis. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. D'accord. Et maintenant, par rapport à la loi dit, mais vous ne pouvez pas exhiber un communiqué qui va supplanter une loi de la République. Je ne comprends pas. Il y a ça aussi, parce que quand on nous dit que l'autorité ou bien force doit rester à l'autorité, il y a quelque chose, force doit rester à la loi. Oui. À la loi, il y a quelque chose que j'ai vu la dernière fois qui m'a fait froid dans le dos. Je me suis posé la question de savoir, même si vous interdisez, même si l'autorité interdit une manifestation, doit-on faire sortir l'armée avec des armes lourdes? Quand vous les voyez, ces militaires qui, au lieu des bérets, ont porté des casques en verre, en fer, tout comme si on était en train... C'est un champ de bataille. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Lorsque vous prenez la Constitution, en son article 149, pour sortir l'armée, la disposition de l'article 149 est claire. C'est quand il y a invasion du pays. Y a-t-il eu invasion?
Est-ce qu'on nous a dit qu'il y a eu des terroristes? Non, mais soyons sérieux. Pour qu'on sorte, l'armée, et vous avez vu, ceux-là ont été formés pour quoi faire? Pour tuer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait la dernière fois? Vous n'étiez pas là. Moi, j'étais là. On a vu des images. Oui. C'est pas sérieux. On a vu des images. C'est parce que l'autorité qui est en charge de la sécurité a dit, ne faites pas qu'on doit sortir l'armée. La police et la gendarmerie sont là pour quoi faire alors? Et on sort l'armée. Mais c'est pas possible. Yves Gallet, quel est votre commentaire par rapport à tout ce qu'on a assisté depuis mercredi dernier jusqu'à samedi dans notre pays? Non, moi le débat sur la légalité ou non de l'interdiction de la marche m'intéresse au plus haut point parce que vous savez, et cette interdiction en vérité n'est que le rappel d'une disposition du règlement intérieur qui régit le dialogue en cours, et c'est au nom de cette disposition que l'autorité a pris la décision d'interdire la marche. Et l'opposition trouve que, du moins la coalition des 14 partis trouve que cette interdiction ne peut pas leur être opposée parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel et qu'un simple communiqué du ministre ne peut pas supplanter le droit constitutionnel. Ce qui veut dire que c'est une vérité. Oui, bien sûr. Les contenus, sauf que dans la pratique, nous tous nous savons que quand on en arrive à des accords politiques pour une sortie de crise politique, et ça ne se dit pas, mais c'est-à-dire que les acteurs sont obligés de se soumettre au terme de l'accord le temps qu'il faut, en mettant entre griffes en veilleuse certaines dispositions de la Constitution. Ça, c'est l'effet des accords politiques. C'est dans la pratique. Ça ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est dans la pratique, c'est ça. Entre deux partis. Entre deux partis. Vous vous rappelez... On a opposé aux autres aussi. Mais vous vous rappelez... On a opposé aux syndicats aussi. Oui, c'est un autre débat. Vous vous rappelez les contenus de l'accord politique global. Oui. À un moment donné, on nous a forcé à admettre que les dispositions de cet accord, de l'APG, sont au-dessus de la Constitution. Vous vous rappelez? Oui, il y a un élément réel qui violait la Constitution en ce moment. Il n'y en avait pas? Non, mais il n'y en avait pas? Non, c'est-à-dire qu'il y avait des choses. Oui. Il y a des directives, des orientations qu'impose l'accord politique global qui n'étaient pas respectées. Et on nous rappelle tous les jours que la gouvernance du pays même doit aller dans ce sens parce que c'est ce que l'accord politique global exigeait. Bon, aujourd'hui, comme ça ne les arrange pas, on nous dit non, que cette disposition de l'accord est en cours et qui est contenue dans le règlement intérieur du dialogue ne nous engage pas, ne peut pas nous être... Non, c'est un accord. Le règlement intérieur, c'est un accord, non? C'est un accord. Et c'est la seule personne qui a violé. Non, la violation, c'est carrément... Moi, je suis dans une autre analyse. C'est-à-dire, cette disposition de l'accord ne peut pas nous être imposée parce que il y a la Constitution qui dit ceci, qui dit cela. Vous voyez un peu? Donc, c'est une lecture à géométrie variable des accords selon que cela nous arrange. C'est ça qui m'amuse, moi. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, en ce qui concerne la tenue coûte que coûte de ces marches-là, bon, on a tendance à croire que créer une situation qui peut-être débouche sur le chaos, c'est devenu une spécialité, ou bien
une stratégie de l'opposition pour se faire le mieux entendre par la communauté internationale. On ne peut pas comprendre que toutes les chances qui sont données à ce dialogue pour pouvoir aboutir à un moment donné, qu'on choisisse de recourir à une méthode qu'on a utilisée depuis des mois, qui n'a rien donné, qui a débouché sur la tenue effective de ce dialogue, qu'on recourt encore à cette méthode, c'est-à-dire la marche, pour essayer de se faire réentendre encore, en même temps, de porter encore les mêmes revendications par la même méthode. C'est-à-dire que en même temps, si ça n'avait rien donné, en réalité, si ça n'avait rien donné, on aurait pu laisser les autres marcher. Tout à fait. Ça ne donnerait pas grand-chose. Oui, mais tu tiens vraiment à la marche des autres. Oui. Tu tiens vraiment à la marche. Eric tient vraiment à la marche des autres. Non, je pose une hypothèse. C'est-à-dire que si on estime que ça n'a jamais rien donné depuis le début, on aurait pu laisser ceux qui voulaient marcher, qui n'y aurait pas de grabuge. Non, on ne peut pas les laisser, d'autant plus que eux-mêmes ils ont signé qu'ils ne vont pas marcher durant le temps du dialogue. Or, nous sommes dans le temps du dialogue. Ça a eux de se presser. Oui, pour terminer, une seconde. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Par rapport à l'introduction dont tu tiens beaucoup, les syndicats et le Togo. Nous posons les débats. Il n'y a pas de tabou ici. On dit tout. Et ça, vous le savez. Oui. D'accord, très bien. L'interdiction par rapport aux syndicats, moi je m'interroge. Mais par rapport à le mouvement citoyen Togo Debout, je dis que on doit les interdire au même titre que la C14 parce que c'est une aile marchande. Ces gens-là, ils étaient au CST. Avec Cap 2015, on les connaît. Ce n'est pas aujourd'hui. Au Togo, malheureusement pour tous nous, le Togo, c'est un petit récran. On se connaît. Ce que chacun fait tous les jours, on sait. On connaît ce que tout ce monde-là, ils ont fait au CST. Et de CST en 2012, il y a combien d'années? On n'a pas encore oublié. C'est les mêmes. Donc c'est le prolongement de la coalition. Le Togo Debout, le fait de les interdire, le temps du dialogue, bien sûr. Je ne suis pas contre leur manifestation, mais le temps du dialogue, ils sont les mêmes que la C14. Oui, sauf ils portent les revendications politiques sauf que dans les mêmes termes que la coalition des 14. Beaucoup plus dur. Ça n'a rien à voir. Oui, mais une minute. Ça n'a rien à voir. C'est des citoyens. Ils ne sont pas liés. Je suis désolé. Nous sommes des journalistes. Faisons la part des choses entre ce qui Nous le faisons. Michel, tu as parlé tout à l'heure, je t'ai dit. Faisons la part des choses entre ce qui a été notifié par des gens et ce que d'autres n'ont pas fait. Faisons la part des choses. Maintenant, quand on brandit l'interdiction des manifestations, j'ai été choqué de constater que UNIR a implanté pendant la semaine dernière. C'est une manifestation politique. C'est une manifestation. Pas une marche. Non, c'est une manifestation politique. Ça s'est passé à Vaughan et dans certaines contrées. Mais pourquoi veut-on faire de la politique au Togo deux poids, deux mesures? Pourquoi cherche-t-on à le faire? Vous avez dit aucune manifestation n'est possible, mais si certains ne doivent pas marcher parce que vous rangez la marche dans une démarche politique, pourquoi vous allez implanter des bureaux d'un parti politique dans d'autres contrées? C'est une manifestation. Et le Matisogwe, entre-temps, le Togo a accueilli des chefs d'État de gouvernement au centre des discussions, la Guinée-Bissau et puis le Togo un petit peu. Et ces chefs d'État de gouvernement appelaient à la non-violence, comme la symphonie l'a écrit ce matin. Vous, c'est le contenu qui vous intéresse beaucoup plus. Hein? Oui, sur le cas togolais beaucoup plus. C'est vrai que le cas de la Guinée-Bissau fait interroger, laisse songeur, c'est-à-dire que beaucoup ne comprennent pas en fait l'effervescence qu'il y a autour de ce petit État d'Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que les chefs d'État soient obligés de se réunir pour trouver une solution définitive à ce problème d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas de petit État, tous les États se valent, et je pense que la crise, oui, mais tous les États se valent, et puis je pense que la crise en Guinée-Bissau interpelle beaucoup de personnes, si bien que on soit obligé de faire un sommet à Lomé pour s'y consacrer. Mais sur le cas togolais, vous avez constaté qu'on a demandé à Alpha Condé et à Nana Akufo-Addo de trouver
des solutions. Mais ils sont déjà dans la crise togolaise. Oui, mais maintenant, on les officialise. C'est-à-dire que la CEDEAO leur donne mandat. La CEDEAO même leur donne mandat. Et je pense que ça, ce qui s'est passé là, vous avez déjà suivi la réaction de l'opposition. Oui. C'est-à-dire qu'en plus ou moins, la CEDEAO envoie un signal fort à l'opposition par rapport, et à la classe politique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au Togo. Et donc, si on confirme Nana Akufo-Addo et maintenant professeur Alpha Condé qui a du mal à trouver des solutions même dans son pays, déjà, et donc ça veut dire que dans les prochains jours, on va pouvoir s'attendre à parce que la facilitation ghanéenne fait un travail impeccable, hein, il faut le reconnaître. Ça dit, mais qui porte encore ses fruits. Oui, mais si vous avez deux enfants qui n'arrêtent pas de se bagarrer, c'est-à-dire qu'ils ont des positions antagonistes, c'est difficile de réconcilier. Mais quelqu'un dit je veux revenir à la Constitution de 92, l'autre dit il n'y a pas de possibilité de revenir à la Constitution de 92. Quels sont les mécanismes à travers lesquels on peut revenir à cette Constitution? La facilitation fait quoi? L'autre dit moi je veux ça ou rien. L'autre dit non, moi je ne donne pas. Maintenant, faites ce que tu peux faire. Mais la facilitation fait ce qu'elle peut faire pour pouvoir concilier les deux positions. Maintenant, il va falloir qu'on puisse, de part et d'autre, faciliter ce travail du président ghanéen parce qu'il n'est pas là pour résoudre le problème du Togo jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Il a été élu pour le Ghana, rien que pour le Ghana. Messieurs, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Elom Atisogbe. Yves Gallet, merci d'être venu à l'émission ce matin. Merci beaucoup à Idelphonse Akbaki et Michel Tchadja. Merci également à notre technicien Jack Prosper qui a assuré donc à la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigata. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio Taxi FM Lomé. À très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.